Alors, je vous propose de commencer. Les retardataires nous rejoindront. Donc, j'ai le plaisir, en tant que directeur de Biogaz Vallée, d'animer cette table ronde qui porte donc sur la présentation du premier baromètre, puisqu'il a vocation à perdurer tous les 2 ans, des entreprises des gaz renouvelables et bas carbone. Frédéric aura l'occasion de nous dire l'ensemble des partenaires qui ont contribué et qui ont rendu possible la réalisation de ce baromètre. Donc, je vous fais une petite présentation rapide de notre panel d'intervenants. Nous avons le plaisir d'avoir la présence de Frédéric Martin, qui est président de France Gaz et qui vous présentera les grandes lignes de ce baromètre des entreprises des gaz renouvelables et bas carbone. Grégory Davy, qui est le directeur général délégué du groupe Keon. Stéphane Bredel, qui est le directeur des ventes France chez Prodéval, qu'on ne présente plus. Et puis Joël Tanguy, qui est le président de Nevesus. Donc ce sont nos 3 entreprises témoins qui viendront illustrer des points saillants issus du baromètre. Dans un premier temps, Frédéric, je vais te donner la zapette et je vais te laisser présenter ce fameux baromètre, les éléments principaux, les enseignements qui sont issus d'enquêtes de terrain, peut-être un peu d'éléments de méthode et surtout commencer par les partenaires, bien évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, oui, ce baromètre, on l'a imaginé il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Pour la raison suivante, c'est que depuis une dizaine d'années, dans la partie méthanisation, on s'était surtout attaché à mettre en valeur la valeur, j'allais dire, écologique des gaz verts, sur l'abaissement des gaz à effet de serre, au niveau des territoires. Et puis, parallèlement, la valeur qu'il apportait dans les exploitations agricoles par l'exploitation du biométhane. Et donc, avec l'ensemble des partenaires de la T2E, France Gaz, évidemment, dont j'assume la présidence, Biogaz Vallée, GRDF, GRT, le CER, et avec le soutien des nouveaux systèmes énergétiques, NSE, on a décidé de mettre un zoom sur l'écosystème industriel qui était sous-jacent au développement de cette filière. Alors, je ne sais pas, c'est... Le gros bouton vert au milieu. Le gros bouton vert au milieu, très bien. Ouais. Voilà. Donc là, vous retrouvez l'ensemble des partenaires dans le bas du slide. Et pour qu'on puisse être certain que les résultats ne soient pas, j'allais dire, pris de manière... on pourrait ne pas être objectif. Donc on a fait appel à 2 cabinets extérieurs, c'était important. Et donc on s'est attaché 2 experts du sujet, hein, donc le cabinet Xerfi et Bluenomi, qui ont pris en charge l'ensemble des démarches pour, j'allais dire, questionner l'ensemble des entreprises. Donc là, je rappelle rapidement l'objet du baromètre, c'est vraiment le zoom sur la partie industrielle qui est sous-jacente au développement de la filière de la méthanisation. Alors, comment ça s'est opéré très rapidement? On a commencé par faire un inventaire de l'ensemble des sociétés qui travaillaient dans le secteur. Donc, on en a identifié 570. Alors, ça allait de l'engineering, les équipementiers, les exploitants, la partie construction, les intrants, les infrastructures, évidemment, réseau. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment sortir la production, parce que ça, on en parlait souvent, on sait exactement le nombre de méthaniseurs, on sait combien ils produisent. On a voulu se concentrer sur tous les services et les entreprises qui étaient spécialisées dans la construction, la partie exploitation, la partie, enfin, j'allais dire, équipementier, pour voir vraiment tout ce qui était derrière, j'allais dire, le développement de cette filière, comme je le disais, ce qu'on appelle le 2e cercle. Alors ça représente 306 entreprises, donc on commence à être quelque chose d'assez important. Le premier, j'allais dire, enseignement qu'on tire de cette enquête, c'est qu'on est sur une filière qui est extrêmement ancrée dans les territoires. C'est sa première qualité. Vous le voyez, il n'y a pas une région sur laquelle on n'a pas un retour de l'économie dans les territoires en termes d'implantation. Alors c'est... Le deuxième chose dont on a été assez surpris, mais en y réfléchissant bien, c'est assez logique. Ces 300 entreprises représentent 1250 établissements, dont 40%, vous le verrez, hein, c'est le premier chiffre dans les petits carrés gris, sont dans des communes de moins de 10 000 habitants. Alors c'est un point qui est absolument important, puisque, comme vous le savez, sortir un projet de terre dans les territoires,
les élus locaux voient bien la valeur pour l'exploitation agricole, voient bien la valeur pour le bilan carbone du territoire, mais souvent ils n'ont pas conscience que ça va ramener des emplois en local. Et ce baromètre met en exergue que justement ces entreprises-là, cette filière-là, génèrent des emplois dans leur territoire. Donc on réindustrialise et on décarbone. Ça, c'est exactement. Donc, c'est-à-dire que dans cette période où on parle toujours de réindustrialisation, nous, on industrialise. Donc, c'est quand même un point positif. Voilà. Autre argument qu'on a vu, c'est une filière qui était soudée. On a un taux de retour de 50%. Donc, le baromètre, justement, joue aussi sur cette qualité. C'est-à-dire que les chiffres qui sont là sont vraiment fiables. Et on verra qu'après, on retombe sur les estimations qu'on avait. Je souligne le caractère assez exceptionnel d'avoir 50% de taux de retour à une enquête qui était assez complète. Hein. Donc là, les deux bravo, cabinets nous disaient qu'ils avaient plutôt l'habitude d'avoir des taux de 15-30%, et 50%, c'est assez exceptionnel. Le deuxième enseignement qu'on a, c'est le côté quantitatif de cette filière. Elle représente aujourd'hui un peu plus d'1 milliard sur un volume global de la filière qui est de près de 3 milliards. Alors moi, j'aime à dire que en moins de 10 ans, on a créé un CAC 40 des territoires. Donc c'est quand même ça qui est important. Et qu'un tiers de ce chiffre, ce sont ces emplois industriels qui sont sous-jacents. Et alors évidemment, on paye de l'impôt, et c'est utile surtout en ce moment. Et ce qui est important, c'est que cette filière-là travaille à 90% en France et 10% à l'international. Je pense que les autres participants à cette table ronde pourront mentionner l'évolution qu'ils ont dans leur chiffre d'affaires. Et puis, un point important, on est quand même dans un contexte économique, politique instable, incertain, où on parle beaucoup de suppression d'emplois. Eh bien, dans cette filière-là, on a une filière qui est plutôt très positive, qui a des perspectives d'emploi, qui voit que c'est effectivement pas simple, mais derrière, ça génère des emplois. Et près de 20% considèrent qu'elles vont avoir des perspectives de croissance fortes de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois que le salon d'aujourd'hui en est une bonne représentation. Moi, ça me fait plaisir. On parle beaucoup de business quand on passe dans les stands et c'est plutôt bon signe. Troisième enseignement, ça crée de l'emploi. Donc là aussi, vu le contexte dans lequel on est, je pense que c'est important. Ça crée de l'emploi dans les territoires. Ça crée de l'emploi avec des panels, vous verrez dans les petits carrés, là, on le voit assez bien, de particularités. C'est-à-dire qu'on a à peu près autant d'emplois qualifiés que d'emplois moins qualifiés. Donc c'est un point important. Et un des sujets qui me tient à cœur, c'est que les entreprises qui génèrent ces emplois travaillent grosso modo dans l'ensemble des emplois. C'est à peu près 60% dans la méthanisation et 40% dans les nouvelles filières. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de réfléchir à l'avenir. C'est-à-dire que les entreprises sont en train déjà de penser à la 2G, à la 3G, etc. Ce n'est pas simple. Mais quand elles voient aujourd'hui ce que ramène la 1G, on est dans le business as usual et puis on les développe, mais on est déjà en train de réfléchir sur les étapes d'après, et ça c'est un point important. Et toujours pareil, on retrouve à peu près les 20% de perspectives d'embauche qui correspondent aux perspectives de croissance qu'on a vues dans le slide précédent. Le quatrième enseignement, on est sur une filière extrêmement innovante. Alors, pas tellement en termes de chiffre d'affaires, donc ça veut dire qu'en plus on est innovant pour pas cher, j'allais dire. Ce qui est plutôt une bonne qualité. Voilà, donc 1,5% du chiffre d'affaires, un peu plus d'1,5% du chiffre d'affaires. Par contre, 400 brevets déposés et plus important encore, près de 40% des entreprises ont déposé au moins un brevet. Ce qui montre que, quand on parle d'innovation, c'est rarement le grand soir, c'est toujours des petites innovations, mais ces innovations font que ça montre le dynamisme de la filière et de l'amélioration dans les résultats. Et on le retrouve, à l'époque, dans mes anciennes fonctions, c'était un critère qu'on voyait, puisque les taux de fonctionnement, d'amélioration des méthaniseurs, des installations, s'améliorent d'année en année. Et on voit que c'est une filière qui optimise, et nos ingénieurs trouvent des solutions à des sujets, j'allais dire, concrets. Et ça permet d'aborder le sujet suivant, c'est-à-dire qu'on crée énormément de valeur pour le territoire. C'est-à-dire que ça, c'est une filière qui ramène 85% de sa valeur ajoutée dans le territoire. C'est absolument considérable. Je ne vais pas vous faire l'offense de parler d'autres secteurs d'énergie renouvelable, mais là, quand un élu développe la filière gaz vert dans ses territoires, il ramène 85% de la valeur sur son propre territoire. Ça, je pense que c'est important de le signaler.
Le C'était reste important étant... de l'objectiver surtout parce Exactement. qu'on en avait évidemment tous l'intuition, mais on avait du mal à donner le chiffre et donc ce baromètre sert aussi à ça. Et ça, c'est vraiment important. Et quand on le lit avec notamment 40% qui sont dans les communes de moins de 10 000 habitants, on voit bien tout l'intérêt que l'on a au niveau territorial. Autre point important, là, c'est plus l'échelon communautaire européen. On voit bien que on fait la jonction avec l'Europe, c'est-à-dire le complément est en très grande partie avec les pays adjacents européens. Et donc ça aussi, c'est une valeur. On tire au niveau français le développement avec l'Allemagne sur la biomasse et sur le biogaz. Et on voit énormément j'allais dire, de délégations étrangères européennes qui viennent aujourd'hui en France pour s'appuyer sur cette filière-là. Et évidemment, toutes ces visites et cet élan et ce succès que nous avons rencontré depuis 10 ans, ils se payent par des relais de croissance pour nos entreprises qui sont à l'export. Et donc, effectivement, on voit que 11% des entreprises commencent à employer à l'étranger. Donc ça, c'est un point important. On embauche à l'étranger avec un taux d'ailleurs qui est presque du double, 40%, parce qu'il y a de la demande. Alors, on les voit principalement dans les pays limitrophes, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, mais plus surprenant, le Canada et les États-Unis, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas dans le pays où on fait le plus de gaz fossile qu'on ne fait pas de gaz vert. C'est un marché qui est en plein développement et même les Américains apprécient les solutions technologiques que peuvent leur apporter les industriels français. Voilà, donc c'était un peu le bilan très rapide de ce baromètre. Alors non, je te prends la zapette, je te laisse le micro. Merci beaucoup Frédéric pour ce premier tour d'horizon qui donne une idée de ce qui est sorti et qui va nous permettre de rebondir avec nos entreprises témoins qui ont accepté de partager avec vous ces sujets. L'idée, c'est d'illustrer les choses et je pense qu'une des forces dans cette filière, la première, c'est le capital humain. On a des entreprises avec des hommes et des femmes qui sont des passionnés et qui sont présents ici et qui développent un certain nombre de compétences. Et ça, on peut le retrouver notamment dans une entreprise bien connue de la filière. Je vais te passer la parole. Alors cette fois-ci, je te laisse transmettre le micro à Grégory. Donc je vais passer la parole à Grégory Davy, qui est directeur général délégué chez Keon. Alors je vais lui laisser 1 minute pour nous présenter Keon. Si vous avez été absent pendant les 20 dernières années, que vous ne connaissez pas l'entreprise, je te laisse présenter, mais a priori, vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Merci Grégory, merci Frédéric de cette présentation. Très rapidement, je tiens à saluer ce baromètre et tous ceux qui sont à l'origine de cet outil. Je pense que le taux de participation illustre bien le besoin qu'a notre filière de matérialiser finalement ce que l'on représente en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes d'exportabilité de notre filière. Donc voilà, il y a une adhésion de l'ensemble des participants et 47% est vraiment lié à cela. Ça fait un moment qu'on attendait une représentation précise de ce que l'on est, de ce qu'est cette ENR. Très rapidement, le groupe Keon est spécialisé donc, dans les gaz verts, comme tu l'as dit Grégory, depuis maintenant 20 ans. La structure d'origine est la société Naskeo, qui est peut-être un peu plus connue que Keon. Keon est aujourd'hui donc un groupe français, producteur indépendant de gaz vert. On développe et on investit dans des projets de méthanisation aux côtés des acteurs du territoire, qu'ils soient exploitants agricoles, collectivités ou industriels. Et en s'appuyant sur une expertise, on est un groupe intégré et l'expertise, elle est née de la création de Naskeo, qui est une structure, une société spécialisée dans la conception et la construction d'unités de méthanisation. Notre filiale dédiée à l'exploitation et à la maintenance, et on en reparlera parce qu'on a des sujets autour de ces métiers-là, ces métiers techniques. Donc là, c'est notre filiale Sycomore. La filiale TerreGreen, elle développe et investit dans les projets. C'est de ce fait qu'aujourd'hui, on est co-actionnaire d'une douzaine de projets qui injectent du gaz vert. Alors j'emploie le terme gaz vert puisqu'aujourd'hui on est producteur de biométhane, mais également de CO2 biogénique. Et puis plus récemment, on a déployé nos forces sur une structure spécialisée dans l'approvisionnement en biomasse des sites de notre parc, mais pas seulement, puisqu'on est amené à travailler avec différents exutoires sur l'ensemble du territoire français. Petit focus très rapide sur notre intervention à l'export. On a eu l'opportunité via Naskeo de construire à la fois au Japon et puis en Suisse
plus récemment, et depuis maintenant 4 ans, on développe des projets avec un partenaire québécois donc sur ce territoire, et ça a donné l'opportunité de créer notre filiale québécoise de Nasqueo, puisqu'on va construire un premier projet sur ce marché qui, selon nous, et du fait de notre implication assez tôt en lien avec l'émergence du marché qui est assez récente, on parle de 5-6 ans sur le marché québécois, on va être coactionnaire de projet et avec autant que possible à l'implication de nos filiales, et Nasqueo sera la première. Voilà. Félicitations. Et ça illustre un autre point qu'on va développer tout à l'heure avec Stéphane. Mais je voulais, avec toi, Grégory, parler plus précisément donc, de ce capital humain. Nasqueo, c'est une aventure de 20 ans qui a amené à la création du groupe Keon avec quelques personnes au début. Aujourd'hui, tu vas nous le dire, combien vous êtes et surtout, qu'est-ce que tu mets derrière les perspectives en termes d'emploi, en termes de développement des compétences, de professionnalisation. Qu'est-ce que ça évoque et comment ça résonne par rapport aux chiffres présentés par Frédéric? Oui. Merci. Rapide historique, Nasqueo a été créé en 2005, donc avant l'arrivée des premiers tarifs associés à la cogénération, les fameux BG06, pour ceux qui s'en souviennent. Entreprise fondée donc, par quatre ingénieurs qui sortaient de l'école. Puis l'entreprise a eu l'opportunité de croître sur l'activité études-construction. Lorsque j'ai rejoint le groupe, donc en 2014, on était à peine une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 130, toutes filiales confondues. Implanté en France, c'est à peu près 2 tiers de nos salariés sont basés en France, 1 tiers sur nos sites en exploitation, et puis on a une dizaine de personnes à la fois au Canada et au Japon. L'enjeu pour notre métier, pour cette filière vraiment spécifique, c'est l'intégration de ces équipes. Donc c'est un enjeu managérial. Ah oui, pardon. Enjeu managérial, donc, puisque on est sur des métiers complexes, des métiers au sein du groupe Keon qui sont en constante synergie. Donc on a un enjeu d'intégration des équipes. Je pense que notre filière génère une certaine appétence. On a une difficulté principale sur les métiers de l'exploitation et de la maintenance, qui sont des métiers difficiles, assez peu connus et sur lesquels on a encore peu d'offres de formation. Donc je pense que c'est un enjeu de filière générale d'arriver à structurer cette formation, à communiquer sur l'intérêt, le sens qu'a cette filière, parce que c'est vrai que je rejoins tout à fait ton propos. On est sur un métier de passion qui donne lieu à tout un tas de formations sur de nouvelles compétences. Et nous, ce que l'on essaie à notre échelle de créer, c'est de la formation interne. C'est systématiser la formation à l'intégration, et aussi c'est toujours donner des opportunités à nos salariés pour les fidéliser. Il y a l'enjeu de recrutement, mais il y a toujours l'enjeu de fidélisation aussi pour faire monter en compétences. Et évidemment, c'est plus simple dans des sociétés qui ont la chance de vivre la croissance, comme c'est notre cas. On est, pour donner quelques chiffres, sur des croissances en termes d'emploi au sein de notre organisation, entre 10 et 20% par an sur la période à venir, 2025-2030. Et c'est principalement sur les métiers, encore une fois, de l'exploitation et de la maintenance. Il y a un corollaire à ça, c'est la professionnalisation de la filière. Donc ça passe par avoir des collaborateurs formés, etc. Ça passe aussi par la certification. Frédéric nous évoquait dans le volet innovation, il y a une part de labels, de certification. Il y a la profession qui s'en est saisie grâce à la T2E qui a initié le label Calimeta. Ça fait partie, donc j'imagine, de la feuille de route du groupe Keon et de l'ensemble de ces sociétés filles. Oui, complètement. On s'est inscrit dans la démarche Calimeta dès ses débuts. On participe au renouvellement. On s'est inscrit aussi dans une démarche plus générale et bien connue, qui est la démarche qualité ISO 9001. Plus récemment, et pour notre filiale donc Teke dédiée à l'approvisionnement, on a eu la certification RED 2. Et évidemment, sur les sites qu'on exploite et avec nos coactionnaires, on certifie autant que possible RED 2, y compris les sites qui sont à moins de 19,5 gigawattheures, puisque c'est le seuil obligatoire, à partir duquel la certification RED 2 est obligatoire. Nous, on souhaite, même sur les sites de taille plus modeste, entrer dans cette démarche parce qu'il y a un avenir à avoir un biométhane le moins intensif au niveau du carbone. Et donc voilà, on s'inscrit autant que possible dans toutes ces démarches. Ça nous fait monter en puissance et ça permet aussi de professionnaliser clairement notre filière. Merci beaucoup Grégory pour ton témoignage. Donc après avoir traité du capital humain et puis du volet certification, je souhaiterais passer la parole à Joël Tanguy. Donc Joël, tu es le président, oui c'est bien fait, tu as vu,
Tu es le président de Nevesus. Est-ce que tu peux nous présenter Nevesus? Pareil, tu as une grosse minute pour nous dire qui est Nevesus et ce que vous faites. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette présentation, Monsieur Martin. Joël Tanguy, donc je suis président de la société Nevesus, qui est une société encore assez jeune, créée en 2020. 3 associés anciens exploitants de sites de méthanisation qui avaient la volonté de faire avancer et d'accompagner les installations, aussi bien dans leur exploitation que dans leur suivi réglementaire. Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions réglementaires qui ont été suivies par la filière et qu'il a fallu accompagner. Et puis on vient après les extensions, les questions qui se posent, comment je vais optimiser mon outil, comment je vais le faire progresser. Et du coup, dans cette partie extension, il y a l'optimisation qu'il faut chercher déjà dans le cœur au départ, d'aller chercher la performance. Et donc on accompagne principalement des sites de méthanisation, alors la filière de production de gaz vert en général, mais surtout la filière méthanisation. Et l'intégration d'un outil qu'on a développé sous la marque Biogazia qui permet d'intégrer les nouvelles technologies. Et comme le disait M. Martin, c'est vrai que le baromètre il démontre bien la dynamique de la filière, ce côté innovant. Et nous, on l'a vraiment intégré avec ces nouveaux outils, ces nouvelles contraintes de demain, d'aller chercher le tarif flexible, d'aller chercher le retour d'infos à 15h cet après-midi. On va savoir le prix de l'énergie de demain et ça va venir très vite. Et d'aller piloter, parce que l'exploitant passera énormément de temps autrement derrière, mais d'aller piloter grâce à des algos et de l'IA, d'aller piloter directement les équipements pour les consommer au bon moment. Alors justement, on y vient. Le volet innovation, puisque c'était ça que je voulais illustrer avec ton témoignage. Tu utilises l'intelligence artificielle pour augmenter l'optimisation et rendre les sites plus performants. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Dans les grandes lignes, on va aller chercher tous les datas de fonctionnement du site, tous les datas extérieurs au site. On va aller chercher le territoire en général. Et dans le site, on va aller chercher tous les process qu'il peut y avoir. On va aller de l'épurateur au process de digestion, à l'autoproduction, qui peut être du solaire ou autre. Et à l'extérieur du site, on va aller chercher la consommation de l'industriel de proximité, la station GNV, parce qu'on commence à s'amuser un petit peu avec ça, et d'aller piloter l'ensemble de ces éléments, récupérer toutes ces données, pouvoir les travailler, les intégrer dans des algos, faire plein de choses. On peut faire du monitoring de l'énergie du site, on peut aller faire du suivi bien sûr d'indicateurs, qui est déjà un des éléments importants avant de se poser quelques questions qui se soient, et d'aller donner du retour en continu. On est en collecte de données, en retour d'infos, en point minute, c'est-à-dire en point minute, vous avez toutes les infos de fonctionnement de votre site. Et à partir de là, une fois que vous avez toutes ces infos et que vous arrivez à les travailler avec un petit peu d'apprentissage, et ben vous pouvez commencer à regarder l'extérieur. Dans le cadre d'un appel à projet avec GRDF, on a réussi à gérer la flexibilité des réseaux, gérer des risques d'engorgement et d'aller piloter différemment la gestion des gazomètres ou les recettes par rapport à ce risque identifié. Aujourd'hui, on a réussi à le faire à peu près entre 5 et 7 jours, ça dépend, mais dans les grandes moyennes, c'est à 5 jours, on arrive à faire le prédictif de la capacité du réseau à réceptionner la production. Donc, on vient gérer différemment les gazomètres que seulement par un niveau. De la même façon, comme je le disais tout à l'heure, on va les gérer, chercher aller chercher les périodes les plus favorables, les heures creuses, hors des heures pointes, hors des heures pleines, même si aujourd'hui c'est moins un sujet parce qu'on a tendance à faire un prix standardisé. On dit c'est le prix unique, basta, ne te pose pas de questions. Sauf qu'en réalité, derrière tout ça, on sait bien que demain, on aura besoin d'aller chercher cette gestion de flexibilité de la production du territoire, qui sera aussi bien solaire ou autre, et pour aller chercher le prix déjà, et puis pour aller consommer sur le territoire. Parce que 2050, ça peut paraître loin, dans 25 ans, certes. Pour nous, niveau de notre tranche horaire, ça va être assez court, mais finalement,
C'est là tout de suite. Donc, il faut aller gérer cette optimisation qui arrive, enfin, ces besoins d'optimiser qui arrivent. Et de la même façon, on intègre, tu me dis si je suis trop long, Non, c'est parfait. on intègre de plus en plus, et là aujourd'hui on rentre encore dans un cadre d'un appel à projet, mais sur comment optimiser la biologie grâce au numérique. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est quoi ma température idéale de digestion? C'est quoi mon taux de matière sèche, mon taux de matière organique? Je ne vais pas rentrer dans l'hyper technique, mais c'est quoi ma charge appliquée idéale à la biologie? Avant d'aller chercher à faire un nouvel ouvrage, faisons déjà au maximum l'extraction énergétique de la matière qu'on a fait venir sur le site, et tout ça en intégrant une traçabilité, bien sûr, une traçabilité des flux entrants, traçabilité des flux sortants, et pour donner aussi des éléments de réponse administratifs qui nous sont aujourd'hui réclamés, de par la RED 2, mais aussi de par la transparence de la filière. On a besoin aujourd'hui d'avoir cette transparence. Donc on peut encore imaginer plein de choses derrière pour optimiser tout ça. Alors, il y a un autre aspect de l'innovation que j'aimerais que tu traites en 2 petites minutes. Il y a certes être innovant là pour toi à travers l'acquisition de ces données, le traitement via l'intelligence artificielle. Frédéric évoquait tout à l'heure dans les investissements qui sont faits par les entreprises pour l'innovation, la recherche, la part des nouvelles technologies qui arrivent et qui vont permettre de faire 100% de gaz vert horizon 2050. Et il y a notamment la gazéification hydrothermale. Alors, je fais un petit clin d'œil à Robert, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais en tout cas, il y aura des conférences sur le sujet. Donc, vous ne manquerez rien là-dessus, même si tu vas le traiter en 2 minutes. En 2 minutes, ce serait rapide, mais effectivement, on a aujourd'hui nos modes de production gaz qui sont encore jeunes. Malgré tout, la filière 15-20 ans, c'est encore assez jeune et il y a encore plein de choses à faire. Mais déjà, aujourd'hui, on est dans un outil connu. Et il y a les nouvelles technologies qui arriveront demain pour des effluents peut-être un peu plus problématiques, style les boues d'épuration, des lexivia, même si ce n'est pas non plus toujours simple. Mais voilà, des effluents qui sont carbonés, malgré tout, et qui seraient en capacité de nous produire des gaz verts. Donc la gasification hydrothermale, chez Nevesus, on y travaille depuis qu'on a commencé à poser les réflexions en France, on va dire. Ça fait depuis 2020 qu'on a accompagné le projet, la première étude de faisabilité qui était à Saint-Nazaire. Depuis, on a accompagné des dossiers dans l'AMI qui était l'année dernière lancé par GRT Gas, entre autres, mais sur lequel on a 24 dossiers qui sont sortis. Et on a eu la chance d'en accompagner 5 même sur cette partie. Donc, c'est un relais de croissance pour Nevesus? Oui, il y a encore beaucoup de choses. On ne va pas vendre du rêve. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, il faudra investir à un moment, avoir la capacité, en tous les cas, soit par des aides ou je ne sais pas de quelle manière, de façon à avoir notre pilote, démonstrateur en France. Aujourd'hui, on n'a aucun démonstrateur ni pilote en France. Il nous manque beaucoup de retours d'expérience, mais notre propre retour d'expérience. Il y a quelques pays, entre autres Pays-Bas, qui seront présents cet après-midi, qui, eux, ont bien avancé sur cette technologie, qui nous donneront quelques retours d'expérience. Mais ils essaieront de nous en vendre forcément un peu aussi. Donc, essayons, nous, d'avoir nos retours d'expérience bleu, blanc, rouge, je dirais, et puisqu'il y a des groupes qui s'en intéressent quand même. Donc, il y a vraiment une dynamique là à réveiller. C'est vrai qu'on en a parlé la semaine dernière avec M. Martin, que oui, il faudrait trouver une enveloppe pour financer un pilote, financer un démonstrateur pour qu'on arrive à avoir des retours d'expérience là-dessus. Il ne faut quand même pas oublier, il y a des éléments, je disais les intrants tout à l'heure, on est passé, la période Covid, vous savez, on l'a tous oublié, là. Mais la période Covid a été grosse problématique sur les boues stations d'épuration. Cette technologie-là permettrait de résoudre ce problème. Le socle commun qu'on a du mal à sortir fait partie aussi des sujets où on pourrait réussir à trouver une solution de valorisation
en production d'énergie. Donc on donne rendez-vous cet après-midi. C'est vrai, pour alors compléter rendez-vous cet le sujet. après-midi à partir de 14 h. Ça commence, il y a les premiers retours de témoignages et les fournisseurs de technologies qui seront là un peu plus en fin d'après-midi. Absolument. Merci beaucoup Joël Merci. de nous avoir présenté le volet innovation sous l'angle des travaux et des actions de Nevesus. Je vais passer la parole à Stéphane. Stéphane, je rappelle que tu es le directeur des ventes France chez Prodeval. Pareil, une petite entreprise qui a connu une croissance sympathique ces dernières années. Est-ce que tu peux nous présenter Prodeval pour ceux qui étaient absents encore du territoire il y a 15 ans? Oui, c'est à peu près ça. Merci. Donc, effectivement, Prodeval, est-il encore besoin de le présenter? Spécialiste de l'épuration membranaire depuis ces nombreuses années, avec une très forte croissance. Nous avons à notre actif environ 500 installations en fonctionnement maintenant, et avec un développement à l'international qui est très fort actuellement. Nous venons d'ouvrir une 7e filiale au Brésil. Nous exportons nos premières machines là-bas. Nous venons de signer une affaire au Chili. Et je rappelle que nous avons les filiales historiques de l'Italie, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal, du Canada et des USA, avec, j'espère, un redémarrage plus poussé au Canada et aux USA. Vous évoquiez le Québec tout à l'heure et nous nous y intéressons de près, évidemment. Alors, tu devançais ma question là sur le développement international et quelle part ça représente, puisque vous l'avez bien compris, c'est le volet international que l'on souhaitait illustrer avec le témoignage de Prodeval. Oui, et puis en lien avec les chiffres du baromètre, effectivement, sur la partie non seulement relations commerciales, mais de l'emploi également. Donc, Prodeval également présent au-delà de l'épuration membranaire sur la liquéfaction du CO2. Désormais, nous sommes en train de mettre en service notre 4e unité en France et nous en avons vendu 12 l'an passé et nous avons un portefeuille très prometteur pour cette année. Une partie en alimentaire, l'autre partie en industriel, avec des débouchés tout à fait conséquents dans ce domaine. Donc ça, c'est notre deuxième axe. L'axe mobilité également qui reprend du poil de la bête, si je peux m'exprimer ainsi, avec des stations de GNV qui se déploient, notamment autour des agglomérations, avec des schémas autour des sociétés d'économie mixte et des acteurs locaux de transport, voyageurs ou marchandises. Et là, on s'inscrit également dans une démarche où il faut aller ensemble sur ces marchés-là. On ne peut pas y aller seul avec nos machines. Il faut des acteurs de la collectivité territoriale et des industriels qui s'engagent à transformer leur flotte en flotte au biogaz. Et nous sommes également là-dessus et nous sommes depuis très récemment également en train de nous développer sur la technologie PSA, au-delà du membranaire, pour des besoins très particuliers de certains marchés, notamment en Europe, mais également sur de la grosse capacité ou des biogaz très particuliers. Donc là, c'est un développement tout à fait récent et je pense qu'on en reparlera dans les prochains mois sur cette techno. Alors, Prodeval a été une des premières entreprises pure player de la filière qui est née en France et qui a souhaité adresser d'autres marchés avec un voisin, un transalpin dans un premier temps, puis après un développement très fort. Est-ce que tu peux nous refaire l'histoire, s'il te plaît ? Oui, alors, alors effectivement, en s'appuyant sur nos bases techniques et ingénierie française et notre schéma aussi directeur d'une implantation locale, à savoir être capable d'accompagner les exploitants, d'accompagner nos clients au plus près. Ça fait tache d'huile en Europe, d'abord en Italie, dans un marché qui principalement l'enjeu était de la transformation des unités en cogénération et avec des décrets de loi qui sont toujours attendus et qui permettent, dès qu'ils sortent, de s'engouffrer dans un marché qui est très porteur et rapide, on va dire. Donc l'Italie, c'est un peu le modèle. L'Allemagne également sur ce modèle-là, un peu plus calme en ce moment, malheureusement, mais qui est très prometteur également. On connaît tous les problématiques énergétiques en Allemagne et le gros souci de la souveraineté énergétique. Donc on a beaucoup d'espoir, bien sûr, sur ce marché. L'Espagne et le Portugal également, avec des débouchés nouveaux, plutôt industriels sur ces marchés-là. Donc au gré des
des textes de loi de ces différents pays, des obligations, nous nous adaptons à accompagner ces marchés avec nos bases françaises. Nous continuons de produire nos unités à Valence, dans la Drôme, où nous sommes 300 personnes sur ce territoire. Je voyais vos chiffres tout à l'heure, région Auvergne-Rhône-Alpes, nous représentons environ 60% des personnes de la filière, ce qui est tout à fait considérable avec ces 300 personnes. Et nous venons de concrétiser également l'installation d'une usine avec un partenaire qui s'appelle Aventec à Valence, où nous avons une surface de 5000 m² qui nous est dédiée. Antoine parlera cet après-midi à 16h30 ici même de ce projet industriel de tout à fait remarquable, où nous pouvons, de façon un peu prétentieuse, dire que nous avons construit la première unité de fabrication d'épurateurs membranaires en Europe, à Valence. Donc la filière emploi également française, avec un portefeuille de sous-traitants, de partenaires dans l'axe rhône-alpin, dans la vallée du Rhône, avec cette volonté de travailler en local, et nous sert de base pour exporter nos machines actuellement. Ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas tenus un jour de développer une unité de fabrication sur un autre continent, mais aujourd'hui nous avons gardé ce modèle de fabrication française et d'exportation de nos machines à partir de Valence. Parfaite illustration de la création de valeur sur les territoires en France. Au Moyen-Âge, on construisait des cathédrales, maintenant on construit des usines, c'est très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. Juste, je voulais souligner aussi que dans cette usine, on ne construira pas que des épurateurs, enfin je dis on. Vous ne construirez pas que des épurateurs. Moi, je m'associe à mes membres, mais également des liquéfacteurs pour la valorisation du CO2, Bien sûr. Qui est le marché que tu évoquais, Tout à fait. qui se développe. Et nous faisons évoluer notre gamme aussi d'épurateurs vers des unités beaucoup plus, je dirais, ramassées, avec moins d'empreintes au sol et beaucoup plus modulaires. Qui sont également construites dans cette usine. L'idée aussi étant de réduire le temps de cycle de fabrication, ce qui est très important. L'immobilisation financière également de nos projets, pour nous en termes de cash d'entreprise, mais également pour nos clients, puisque nous sommes liés dans cette équation économique. Donc l'enjeu également est de travailler de façon industrielle, en se rapprochant des modèles qu'on retrouve dans l'automobile finalement, de travailler le takt time, l'équilibrage des charges de nos postes et l'optimisation de nos chaînes de production. Merci beaucoup. Je te laisse passer le micro à ton voisin puisqu'on va redonner la parole à Frédéric. Je vais te reconfier la zapette. Voilà. Oh, il y a 2 slides. Lors de l'enquête qui a été faite auprès des acteurs de la filière, évidemment, on leur a demandé un peu de décrire leur activité, mais on leur a demandé également d'exprimer leurs attentes vis-à-vis du développement de la filière, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de tout ce qui pouvait être un besoin pour accélérer le développement et répondre aux enjeux liés au changement climatique. Et puis, on leur a également demandé d'identifier les freins et la trajectoire. Est-ce que tu peux nous en faire la synthèse, s'il te plaît ? Oui, parce que ce qu'on a compris quand même que c'était une filière qui marchait bien. Donc ça serait quand même dommage de s'arrêter en si bon chemin. Enfin, je suis content de voir qu'on a une gigafactory du gaz vert quand même en France. C'est quand même pas neutre de le dire. Accessoirement. Accessoirement, et on parle bien d'industrie, et ça c'est une bonne chose. Oui, quand on revient sur les demandes exprimées par l'ensemble des opérateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs dans la filière, on retrouve les grands classiques. C'est-à-dire que la première chose qu'on essaye de voir, c'est garder et conserver les relais de croissance. Dans les relais de croissance, il y en a plusieurs. Le premier, le terme générique, c'est réglementaire. Alors pour moi, il y a quand même beaucoup de choses dedans. C'est plutôt le sujet financement, parce que c'est important, on le sait, dans ce contexte difficile, c'est important de préserver à la fois le tarif de rachat, démarrer les CPB et en même temps s'occuper de la transcription de l'ERIC qui va remplacer la tiers verte et qui sera un élément important du développement de la filière en termes de sous-jacent. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point qui est important, c'est de faciliter la réalisation des projets.
Donc ça, on revient toujours sur les deux premiers critères. Bon, là, on retombe sur fonds de garantie, les problématiques de ZAN, le permitting en termes de délai, enfin tout ce qu'on passe, que l'on connaît tous parfaitement. Et puis on retombe sur le point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire les ressources humaines. Je pense que là, on a une responsabilité tous collective. Il faut absolument qu'on soit encore meilleur sur la com et sur la publicité de notre filière. Je pense qu'il vaut mieux parler trop du gaz vert que pas assez. Il vaut mieux se répéter 10 fois. Je pense que le baromètre en est l'exemple. Il faut vraiment, chacun d'entre nous, dans notre écosystème, en faire mention, parce que si on veut faire venir des jeunes, et notamment les driver dans nos filières, il faut absolument qu'ils voient l'intérêt de cette superbe filière quand même qui conjugue. J'allais dire, pour ceux qui aiment la technique, on a vraiment de quoi s'amuser, on en parlait tout à l'heure. C'est quand même un endroit où on va choisir l'endroit où on veut travailler, soit une commune de 10 000, soit Lyon, soit à l'international chez Prodéval. Donc on a une palette quand même assez large. Et puis en même temps, on est très lié, j'allais dire, à la performance et on fait quand même quelque chose de plus qu'utile. On est en train de décarboner notre économie et ça, c'est un point important. Donc je pense qu'il faut vraiment collectivement qu'on n'hésite pas à relayer systématiquement. On connaît la difficulté, mais on n'a vraiment pas de honte à faire la promotion de cette filière. Après, le dernier point moi, que je soulèverais, c'est l'aspect technologique. Alors évidemment, on a l'amélioration continue de nos process, mais je pense qu'il faut surtout préparer l'avenir. On en a suffisamment parlé par quelques sujets. On a parlé de la 2G, la pyro, la gasification hydrothermale, le CO2, qui va devenir, enfin qui est un marché qui aujourd'hui est en train d'émerger et qu'il va falloir accompagner. Et on a deux enjeux dans cette course à la technologie. La première, c'est toujours garder le lead c'est-à-dire profiter de ce lead que nous avons sur la méthanisation pour prendre le lead sur le CO2. Ça, je pense que c'est absolument clé pour nous et l'ensemble des acteurs. On a tous à y gagner, que ce soit sur le plan financier, technique ou business. Et puis, le deuxième, c'est quand on parle de la 2G, c'est simplement si on n'a pas de proto. Enfin, moi, je me bats tous les jours avec les acteurs de la filière pour avoir des montants d'investissement, pour qu'on ait des projets, pour faire un REX. Parce que c'est bien beau que les Hollandais, les Anglais, les Espagnols et les Italiens travaillent. Mais si on ne veut pas demain avoir payé des licences, j'allais dire de manière consécutive sur l'ensemble de nos sites, ça serait bien qu'on fasse travailler nos équipes. Et pour ça, on a besoin d'essuyer les plâtres. Donc on a besoin de lancer. Alors vous connaissez le contexte budgétaire. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renier l'avenir. Donc on va continuer de se battre cette année à développer ces sujets-là. Et puis ensuite, les conditions de marché. Toujours, on connaît l'instabilité des politiques énergétiques. Donc si on pouvait avoir juste une PPE, on le dit, ça serait quand même une bonne chose sur l'ensemble. J'allais dire, le dernier point, il est plus accessoire. Donc, si on devait résumer le baromètre et un peu l'état d'esprit qu'on a pour les prochaines années, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on a créé aujourd'hui la filière collectivement, on a créé un géant industriel des territoires qui est en plein essor. On industrialise, on ne réindustrialise pas, nous, on industrialise. C'est en plein essor, c'est enraciné dans les territoires. Ça renforce la souveraineté industrielle de la France. 85% de la valeur ajoutée, c'est absolument considérable. Ça crée des emplois, c'est innovant, ça innove, ça s'exporte à l'international. Enfin, dans le contexte actuel, je pense que du bonheur. Merci beaucoup Frédéric pour ces conclusions retransmises et issues de l'enquête et du travail de traitement réalisé dans le cadre du partenariat sur cette première édition du baromètre. Je voulais vous faire réagir aussi, messieurs, concernant ces conclusions. Peut-être, Grégory, d'abord, je te laisse récupérer le micro. Un des points structurants, ça va être les nouveaux dispositifs. Donc la sauce à laquelle vont être mangés les porteurs de projets et donc la filière qui l'accompagne. Est-ce qu'ils sont satisfaisants à tes yeux et quels besoins tu exprimerais pour les faire évoluer dans le bon sens ? Oui, merci. Vaste sujet à traiter difficilement en 2 minutes, je pense. Les nouveaux dispositifs, je rappelle que la filière biogaz, au sens large, à la différence d'autres filières ONR, est inscrit dans un cadre de tarifaire particulier depuis 2006 qui correspond à un tarif réglementé, que ce soit sur la cogénération ou sur le biométhane. Les choses sont en train d'évoluer et c'est probablement très bien compte tenu notamment des tensions sur les budgets de l'État. Ça se fait progressivement et cela aussi c'est très bien dans le sens où un tarif réglementé subsiste jusqu'à 25 gigawattheures
Et les dernières évolutions de 2023 ont permis de refaire redémarrer la filière. Je donne quelques chiffres. En 2023, c'est une centaine de projets inscrits au registre. En 2024, c'est 170 projets inscrits au registre. Donc on a retrouvé une belle dynamique qu'on a connue antérieurement à 2020. Mais en parallèle de cela, il a été décidé, et je pense que c'est très bien, de revenir sur des mécanismes associés aux lois du marché. C'est ce qui est en train d'être mis en place sur l'ensemble du territoire européen. C'est ce qui existe déjà chez nos confrères. On s'y intéresse de près puisqu'on s'investit sur le marché allemand où là, on est sur des contrats de gré à gré, donc des BPA. Et on a un marché interconnecté sur ces contrats de gré à gré, c'est-à-dire que pour certains pays, on a des producteurs qui vont vendre à des consommateurs de pays différents. En France, on a souvent des spécificités, et là, notre spécificité assez récente, elle concerne les CPB, les certificats de production de biogaz. Donc d'un point de vue général, et on va commencer par le positif, on voit cela d'un bon œil, nous, en tant qu'industriels, en tant que développeurs, investisseurs. La difficulté, c'est la structure de ce tarif. Aujourd'hui, elle est basée sur... On met en place un système qui va faire se rencontrer des producteurs de biométhane et des obligés, qui doivent intégrer du biométhane vert dans leur distribution d'énergie. Et c'est sur la base d'une pénalité. Cette pénalité qui est de 100 €, elle n'est pas inflatée. Donc ça, c'est une première difficulté sur laquelle on travaille activement au sein de la filière. C'est important parce que l'inflation, on en a quand même vécu de belles années en 2022-2023, chose qu'on n'avait pas vécue depuis plus de 20 ans dans notre économie. Et donc voilà, c'est, on va dire, premier petit point négatif. Le deuxième point, il est beaucoup plus macro et ça va se faire progressivement, on va lever les barrières progressivement. C'est que tant qu'on a un tarif réglementé, évidemment, la filière ne se tourne pas directement vers ces nouveaux mécanismes, donc ça se fait progressivement. On a encore des projets qui émergent sur la base du tarif réglementé. Et les CPB, on n'en est qu'au début. Malgré un arrêté qui est sorti en 2023, on n'a pas encore beaucoup d'objets qui vont au-delà de la relation entre le producteur et l'acheteur. Et quelle est l'étape importante après cela? C'est la relation avec les partenaires bancaires. Donc le fort enjeu, c'est la bancabilité de ces projets qui vont donner lieu, et je vais faire la promotion des conventions d'affaires qui ont lieu à Angers cette année, donc en novembre-décembre dernier. Et en bon adhérent de Biogaz Valley, j'en fais la promotion. Il y a une très bonne table ronde qui exprimait cela. C'est-à-dire que la première étape, c'est déjà de faire connaître. C'est une complexité tout autre que d'aller à un guichet et d'obtenir le tarif, de monter un tel projet. Et une fois qu'on a a priori une valeur, un contrat, une certaine durée suffisante pour le producteur qui va le sécuriser, il faut aller présenter cela à son partenaire bancaire. Et là, on n'en est qu'au début des discussions. Il y a beaucoup de conférences qui traitent de ces sujets et c'est très bien. Parce que on va avoir besoin d'un soutien, de sécuriser ces projets. Parce qu'un projet, un projet de méthanisation, aujourd'hui, c'est de la dette qui sur 10 à 15 ans. Et donc, on a besoin d'une cohérence et de limiter autant que possible les demandes supplémentaires que l'on peut demander dans le cadre des projets qui sont développés sur la base d'un tarif réglementé. Merci beaucoup. Voilà. On va prendre et on va transmettre, mais le travail est déjà en cours avec un certain nombre d'acteurs qui sont autour de cette table et dans la salle. Stéphane, je te passe la parole cette fois-ci sur les attentes d'une PME comme Prodéval qui tend petit à petit vers l'ETI vis-à-vis de l'exécutif national. Voilà. Tu as un rendez-vous demain au cabinet du ministre. Qu'est-ce que tu lui demandes ? Je lui demande plein de choses. Puis je lui demande Alors, on va s'arrêter aux deux premières. Mais je lui demande de rester assez longtemps déjà pour nous accompagner. Alors ça, il aimerait bien, ça, je pense, compliqué. mais ça ne dépend pas de lui. Pour reprendre les propos de Grégory et faire le lien aussi avec ce que disait M. Martin tout à l'heure, je pense qu'on a besoin... Bon, on passe d'une économie, entre guillemets, subventionnée à une économie de marché, c'est très bien. Ça peut paraître brutal et je pense que pour accompagner les BPA, le fonds de garantie dont vous parliez tout à l'heure, il est primordial. C'est-à-dire garantir que le gaz sera bien acheté au prix décidé initialement, quels que soient les événements qui peuvent se glisser sur le parcours de cette belle aventure. Donc ce fonds de garantie, voilà, pour nous, c'est quelque chose pour pérenniser la filière. En ce qui concerne les CPB, deuxième point, c'est que le gouvernement nous offre plus de visibilité au-delà de 2028.
parce que c'est bien, 2028 c'est demain, on s'inscrit dans une filière durable et il nous faut y voir clair sur les CPB au-delà de cette date. Donc ça, c'est 2 points, 2 axes majeurs. Et puis en matière de fiscalité, C'est la liste au Père Noël. Hein. Ah ouais, bah oui, j'en ai. Tu m'as proposé la liste au ministre. Fiscalité, c'est pas normal que le biométhane subisse, enfin, qu'on soit pas exonéré de la TICGN avec un gaz renouvelable produit localement dans son cercle vertueux d'une économie circulaire quasiment. Donc ça, il faut faire sauter cette taxe sur le biométhane, ce qui va aider aussi la filière. Et puis, deuxième axe sur la fiscalité, on peut imaginer aussi, pour favoriser la facture des ménages, de passer à une TVA réduite à 5,5 sur l'ensemble de notre énergie. Et voilà, ce serait tout à fait normal, puisqu'on va vers cette souveraineté énergétique, et éviter d'alourdir la facture des ménages, quoi. Donc voilà, 2 points de fiscalité, 2 points d'accompagnement sur les BPA et CPB. Ça ne fait que 4 points pour un ministre, c'est jouable. Vendu. Je te laisse passer le micro à ton voisin, à Joël. Joël, un peu la même question. Si tu avais une baguette magique, quel est le souhait que tu fais? Alors, si j'ai une baguette magique, déjà, j'exauce ses vœux. Bah voilà. Déjà, c'est déjà pas mal, c'est fait. Et puis, du coup, j'arrive à convaincre, en gros, que trouver notre autonomie gaz, au moins nationale, est importante et qu'il faut mettre les moyens en face avec, comme on l'a dit, du financement de tests sur de nouvelles technologies pour ne pas subir derrière des obligations financières de d'autres pays. Je moderniserai encore notre filière, même si elle est déjà bien avancée, mais je viendrai encore lui donner un petit coup de je dirais, métallisation 4.0 avec une évolution et pas forcément avoir une manutention comme aujourd'hui. Il y a quand même un sujet, c'est que si on veut doubler et si on veut suivre la PPE, notre production, il nous faudra aussi des exploitants. Et pour trouver les exploitants, on voit aujourd'hui que nos centres de formation ne sont pas forcément toujours bien remplis parce que le métier ne donne pas forcément vie. Il a une image qu'il faut peut-être moderniser un peu. Et des fois, je me dis, quand je vois Manu Rob au stand avec son robot chargeur, pourquoi pas demain mettre en communication des outils comme nous on développe ou d'autres avec cette technologie-là pour passer, pas passer du temps, on va dire, humain à faire du chargement, mais plutôt à avoir une gestion beaucoup plus large et optimisée de ces outils. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore à faire, je pense, mais la baguette magique, j'aimerais bien l'avoir. On en reparlera sur le stand de Biogaz Valley tout à l'heure. Je vais vous laisser applaudir nos intervenants déjà dans un premier temps. Merci à eux. Tu as fait ta liste au début. Et je vais vous donner la parole pour 5 minutes. Donc si vous avez des questions, c'est simple. Je vais vous demander de vous lever, de vous présenter et de poser votre question. Je vous laisse la parole. Voilà, monsieur, on va vous donner un micro. Je peux te laisser passer la slide. Pardon ? Oui, français. Oui, rebonjour Grégoire Allegidi et Lyon. Merci beaucoup pour vos interventions, très claires. Il y a un échelon qu'on n'a pas tellement évoqué, qui est celui de l'échelon européen. Il y a une nouvelle commission, il y a une boussole pour la compétitivité, il y a un plan stratégique pour les industries propres. Il y a d'autres industries qui font beaucoup parler d'elles à Bruxelles, je pense en particulier ceux qui interviennent là-bas sur les carburants. Qu'est-ce que la filière peut faire ou peut attendre de l'échelon européen et de ce qui est en train de se passer là-bas ? Alors, je vais laisser la parole à nos intervenants. Au niveau européen, il y a beaucoup de sujets en ce moment. Au niveau de la filière, nous, on va surtout travailler à 2 choses. C'est-à-dire faire le lien entre les 35 BCM prévus de développement de gaz vert au niveau de l'ensemble de la Commission européenne. Les 35 milliards de mètres cubes. 35 milliards de mètres cubes, c'est en gros 350 TWh. Il y a un objectif de 350 TWh de biogaz en Europe qui est prévu.
Simplement, il n'y a aujourd'hui pas le lien associé, notamment dans la reconnaissance du gaz vert. Et donc aujourd'hui, on travaille beaucoup avec Eurogaz, notamment pour la prise en compte dans le CSRD, de la prise en compte, ce qu'on appelle de la méthodologie market-based, pour avoir un marché européen fluide sur la partie gaz vert. Ça, c'est important, on l'a abordé. Tout simplement, ça c'est le premier sujet. Deux, n'oubliez pas qu'on a un deuxième vecteur qui est important sur la filière biogaz, biométhane, c'est la partie de la mobilité, où on a énormément de flottes lourdes aujourd'hui qui sont utilisées dedans. Et on a le débat de la fin du moteur thermique que d'autres filières connaissent parfaitement. Et donc nous, notre sujet, c'est de travailler à faire en sorte que cette contrainte ne vienne absolument pas percoler la mobilité lourde, qui est aujourd'hui un des vecteurs importants d'usage du biogaz, enfin du biométhane sur les territoires. Sur la partie industrie, c'est un autre sujet. On a aujourd'hui, sur le monde de l'industrie, une rupture de compétitivité majeure par rapport à la plaque américaine et à la plaque asiatique, due à 3 facteurs. Le renchérissement de l'énergie depuis la crise ukrainienne, où on a pris x2, ça c'est le premier sujet. Le deuxième, on a des coûts entre guillemets masse salariale qui sont bien au-dessus. Et puis on a une croissance qui est très faible et qui s'explique aujourd'hui qu'on est le bloc le plus ouvert par rapport aux autres blocs. C'est-à-dire qu'on a besoin de développer notre industrie, ou du moins de la sauver, sachant qu'elle a un premier boulet, c'est la partie énergétique, le deuxième boulet, c'est les coûts salariaux, et on est le bloc le moins protégé aux frontières par rapport aux produits importés. Donc la partie biogaz, ça peut être, enfin la partie décarbonation de l'industrie, c'est un sujet qui évidemment tout le monde n'a pas envie de renier. Hein. L'Europe a revalidé le Green Deal, sauf que si on maintient le Green Deal, on va avoir des surcoûts pour nos industriels. Donc tout l'enjeu, c'est de dire comment on protège nos industriels, sachant que dans le même temps, on leur demande d'aller plus vite que les autres plaques, notamment en termes de décarbonation. Donc c'est un vrai enjeu. Et on voit bien que tout ça, c'est un équilibre global. Donc on s'attache au sein de la filière à montrer qu'on apporte de la valeur. Hein. Le baromètre, c'est vraiment un sujet important. Moi, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de développement dans les pays européens, donc on amène de l'emploi, donc on industrialise. Mais pour les très gros industriels, le sujet, il est au-delà de ça. C'est vraiment comment on protège leur marché, sachant qu'ils ont aujourd'hui des contraintes qu'ils ne savent pas lever à court terme sans des aides de l'État ou de l'Europe. Voilà. Merci Frédéric. Y a-t-il une deuxième question? Monsieur. Donc, même exercice, je vous laisse vous lever, vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour. Philippe Clem, Atlas Copco. Donc, je voulais rebondir un petit peu sur la question européenne. Si je ne dis pas de bêtises, donc l'objectif, c'est 35 BCM de biométhane à réinjecter en 2030. Et aujourd'hui, on est environ, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigerez, hein, on est environ à 7 BCM. Et donc ma question, c'est, d'après vous, quelles sont nos chances de réussite d'atteindre ces 35 BCM en 2030 et quels sont vos pronostics personnels, on va dire, pour... Alors je ne vais pas vous faire référence à mon grand-père qui me disait toujours ne regarde pas la cible, regarde la pente. Dans la période actuelle, avoir une pente de 35, c'est très bien, parce qu'on part de 7 et on est à 35. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est d'accélérer. Donc on est un des rares secteurs, j'allais dire, industriels maintenant, enfin, où on nous demande d'accélérer. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas de freiner et de sauver nos têtes. On nous dit accélérez votre objectif. Donc voilà. Donc moi, je ne me focalise pas pour savoir si on va être en 2030 ou 2031. La question, c'est comment fait-on pour être au rendez-vous en 2030. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la courbe d'attente des entreprises. Faisons en sorte comme Notre-Dame, mettons-nous tous autour de la table et levons les cailloux qui font qu'on a aujourd'hui des freins dans notre pays sur le permitting, sur les autorisations, etc., sur les financements, le fonds de garantie. Et au niveau européen, c'est plutôt la reconnaissance du gaz vert dans la liquidité en termes de marché que l'on doit lever. Mais aujourd'hui, on est un des rares secteurs où on nous demande d'aller beaucoup plus vite et sur lequel on sait qu'on a des vraies capacités d'augmenter. Donc je pense qu'il ne faut pas se... Enfin, on peut regretter toujours, particulièrement en France, on veut toujours viser le plus haut. Moi j'ai tendance à dire, vu le contexte, je peux vous assurer qu'être dans une filière où on nous demande de faire x4, hein, grosso modo, bon, je pense qu'il faut plutôt travailler à lever les obstacles qu'à les demander à faire x4,5 ou x5. Commençons par déjà lever les obstacles pour être certain de faire le x4. Voilà. Merci Frédéric. Toutes les bonnes choses ayant une fin, et étant donné qu'il y a d'autres conférences qui suivent, eh bien, on va leur céder la place. D'abord, je vais vous demander à nouveau d'applaudir nos intervenants.
et je vous remercie pour eux. Je remercie donc nos intervenants pour leur témoignage, les organisateurs de ce salon, ainsi que donc, France Gaz et l'ensemble des partenaires du baromètre. Vous pourrez retrouver sur le stand B28 Keon, sur le stand C21 Prodeval, F52 Nevesus. Quant à nous, Biogaz Vallée, ce sera sur le stand C30. Vous pourrez retrouver France Gaz qui est accueilli par Anthony Leroy, qui est le délégué général et ses équipes sur le stand de GRDF, donc en tant que France Gaz Ouest. Donc c'est le stand A24. Et puis, n'hésitez pas à passer nous voir sur ce salon. Et j'en profite pour demander à tous les partenaires de l'étude de venir devant pour qu'on fasse une petite photo avec eux afin d'immortaliser le moment. Un grand merci à vous. Je vous souhaite un excellent salon. Très bonne journée ici à Nantes. Au revoir.